Bonjour, capsule vidéo sur notre chapitre Comprendre 18, le temps et sa mesure, relativité restreinte. Donc avec notre TP sur les oscillateurs mécaniques, on s'est rendu compte que la mesure du temps à partir de ces systèmes mécaniques était très compliquée parce que les systèmes mécaniques vont petit à petit dériver de leur période propre et par conséquent, ils ne vont plus mesurer le temps comme il faut. Alors, on a abandonné ces objets pour mesurer précisément le temps. On a d'abord conservé la notion de seconde mesurée à partir de la rotation de la Terre. Je vais y arriver, pardon. Ici, on nous dit que pendant longtemps, une seconde, c'était 1 divisé par 86 400 du jour solaire moyen. Le 86 400, c'est exactement le nombre de secondes que l'on a dans un jour. 60 par 60 par 24. Mais là encore, on est sur des systèmes mécaniques et la rotation de la Terre présente des irrégularités. Et comme elle présente des irrégularités, on se retrouvait encore une fois avec une mesure du temps de la seconde qui petit à petit dérivait. On est allé chercher d'autres systèmes permettant de faire ces mesures de seconde et on est arrivé aux horloges atomiques. Les horloges atomiques, basées essentiellement sur les atomes de césium. Pourquoi le césium, je ne sais pas. Tous les atomes, on a appris qu'ils ont des niveaux d'énergie et ils peuvent, par absorption d'énergie et émission d'énergie, passer d'un niveau à un autre. Et comme ces niveaux d'énergie, ils ne peuvent pas changer, leur valeur, elle correspond à chacun de ces atomes, le passage d'un niveau à un autre correspond à une seule valeur d'énergie. Et on a vu que l'énergie, pour passer d'un niveau à un autre, est reliée à une onde avec une certaine fréquence, une certaine période, donc une mesure du temps. Et donc, à partir de maintenant, on a décidé que on prenait ces horloges atomiques comme référence de la mesure du temps. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, il va falloir comprendre que le temps, ça va varier, la mesure du temps va varier en fonction du référentiel dans lequel on se place. Il y a une expérience qui a été réalisée en 1971 par des physiciens américains. Ils ont pris différentes horloges atomiques, une de référence, et puis deux autres horloges atomiques, vous voyez qu'ils sont allés placer dans des avions. Donc, horloge atomique, dont la mesure du temps ne dérive pas. Ils ont fait tourner les avions, et puis ensuite ils ont ramené les avions au sol et ils ont comparé la mesure du temps affichée sur ces trois horloges. Et bien on s'est rendu compte que les horloges en vol perdirent 59 nanosecondes lorsque l'avion se déplaçait vers l'est et 273 nanosecondes lorsqu'on se déplaçait vers l'ouest, toujours par rapport à l'horloge de référence placée au sol. Alors cette expérience, en fait, 1971, elle avait déjà été réfléchie par Einstein en 1911, donc 60 ans auparavant, au moment où aucune horloge atomique évidemment n'existait. On était à peine en train de découvrir ce que c'était que la radioactivité, l'atome, on ne savait pas trop encore ce que c'était. Donc vous vous doutez bien que là, on n'était pas encore sur ces mesures du temps. Donc il a fallu attendre 60 ans pour qu'on puisse aller vérifier ce qu'Einstein avait déjà prévu dans ses réflexions en 1911. Donc Einstein, c'est lui qui va poser en premier ces notions de relativité du temps. Comment est-ce qu'il est arrivé à ça ? D'abord, il a posé un postulat. Un postulat, quelque chose quand on ne peut pas démontrer, mais que l'on va admettre pour toute la suite. Les lois de la physique sont les mêmes dans tout référentiel galiléen. La vitesse de la lumière dans le vide est indépendante du référentiel d'étude et vaut toujours C égale 299 792 458 mètres par seconde. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que lorsque la lumière se déplace, elle se déplace toujours à la même vitesse.
Si je change de référentiel, la lumière se déplacera toujours à la même vitesse. C'est très loin de ce dont on a l'habitude de voir. Regardez, le petit bonhomme bleu là dans son train, le petit bonhomme rouge qui l'observe. Le bonhomme bleu se met à se déplacer dans le train avec une vitesse W et le train se déplace par rapport au sol à une vitesse V. Bleu par rapport à rouge, il se déplace à la vitesse W plus V. Et ce qu'on appelle la composition des vitesses, ça existe effectivement sur des objets là, qui se déplacent dans les sur des référentiels terrestres. Et ça ne sera pas valable pour la lumière. C'est le postulat qu'a posé Einstein et il s'avère qu'il avait raison. Quelle va être la conséquence de cette invariance de la vitesse sur la mesure du temps? Vous vous dites comment ça peut être relié. Pour ça, on va regarder une petite vidéo qui correspond à ces expériences de pensée qu'avait Einstein. Il imaginait des choses, il imaginait des expériences, des mesures, et on a essayé de retranscrire dans cette vidéo ce qu'il avait prévu. Donc la vidéo est en anglais, on va la regarder et puis je vais la commenter au fur et à mesure. Donc je lance la vidéo, oui, machin, hop. Two spaceships are traveling together through the galaxy at close to the speed of light. Mounted on one ship is a laser that can fire pulses of light. And on the other, a mirror. The pilot of the first ship fires a pulse at the mirror and watches as it is reflected back. A clock on board measures how long the round trip takes. Donc, deux vaisseaux spatiaux qui se déplacent à la même vitesse. Le premier vaisseau envoie une impulsion laser qui va se réfléchir sur celui d'en dessous et qui revient. Et on mesure la durée du parcours de la lumière. On se place dans un premier temps dans un référentiel lié à ces deux vaisseaux. Et maintenant, suite de la vidéo, on va changer de référentiel. On va observer la même chose, mais depuis un astéroïde. But now suppose that he does this as the ships are passing an observer on a nearby asteroid. According to relativity theory, this observer sees the pulse moving through space at exactly the same speed that the pilot does, namely the speed of light. But he also sees the pulse traveling a longer distance, because from his perspective, he must add the forward motion of the ships to the motion of the pulse between them. So he measures a longer time interval for this round trip than the pilot does. Donc, l'observateur qui est à l'extérieur de ces deux vaisseaux, il voit la lumière passer sur un autre trajet, parcourir une distance beaucoup plus grande que simplement si la lumière allait sur un simple aller-retour. Mais cette distance plus grande à parcourir est toujours parcourue à la même vitesse, puisque c'est de la lumière. La lumière se déplace toujours à la même vitesse. Et si elle a une distance plus grande à parcourir, ça veut dire qu'elle mettra plus de temps. On regarde la fin. Because he's watching the pulse go farther without going any faster. This effect is called time dilation. If two observers are moving with respect to one another, each perceives that the other's time is flowing more slowly. D'accord? Donc si je reprends les images ici, je vais reprendre mon pointeur laser, voilà. La lumière dans le référentiel liée à ces vaisseaux spatiaux, elle ne fait que, hop, cet aller-retour, petite distance à parcourir. Alors que si je regarde depuis l'extérieur, elle doit parcourir toute cette distance beaucoup plus grande, toujours à la même vitesse. Par conséquent, la durée que va mettre la lumière dans le référentiel lié aux vaisseaux spatiaux est plus petite que la durée mesurée dans le référentiel lié à l'astéroïde à l'extérieur. Pas forcément facile à comprendre, mais bon, là, vous allez petit à petit, c'est pas forcément difficile à comprendre, mais c'est difficile à intégrer. Alors, on va du coup définir deux nouvelles définitions. Il faut que je l'enlève, pardon. Hop. Donc, la définition de
temps propre, durée propre ou référentiel propre. Le référentiel du vaisseau spatial, c'était ce qu'on appelle le référentiel propre, c'est-à-dire un référentiel dans lequel l'événement que l'on considère se fait au même point de l'espace. C'est-à-dire le départ de l'impulsion laser et le retour de l'impulsion laser, c'est au même endroit physique du vaisseau. Et lié à ce référentiel propre, on va faire une mesure de la durée de l'événement, donc là les retours de la lumière. Durée donc propre. Maintenant, si je me place sur les référentiels de l'astéroïde à l'extérieur, je me place dans un référentiel dit impropre et je vais mesurer une durée impropre. Et la durée impropre sera toujours supérieure à la durée propre mesurée dans le référentiel propre. Et ces deux durées ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Elles sont reliées par cette relation delta Tm égale delta Tp divisé par racine de 1 moins V carré sur C carré. Alors, ce n'est pas une relation qu'il faut connaître, mais par contre, il faut savoir d'où ça sort. Le delta Tp, la durée propre, delta Tm, la durée mesurée sur le référentiel impropre, V, la vitesse de l'objet en question, et puis C, toujours la vitesse de la lumière. Alors, première chose, vous voyez que V carré sur C carré, c'est sans dimension, donc vous avez bien une durée qui est égale à une durée. Autre chose, V est toujours plus petit que C, donc V sur C est plus petit que 1, son carré aussi, et donc 1 moins V carré sur C carré est aussi compris entre 0 et 1. Si j'en prends la racine, c'est toujours compris entre 0 et 1. Par contre, maintenant, je prends l'inverse de quelque chose qui est compris entre 0 et 1. Là, du coup, ça fait un nombre qui est beaucoup plus grand que 1. Et donc, delta Tm est bien supérieur à delta Tp. Alors, vous allez pouvoir commencer à faire des petits calculs, là, utiliser cette relation, et puis compléter tout ce tableau. Vous avez différents objets, leur vitesse en km/h à convertir en mètres par seconde, et puis le calcul de ce gros rapport là qu'on appelle le facteur de Lorentz et qui va nous permettre de savoir si la durée propre et la durée impropre sont égales ou pas. Donc vous faites pause et puis vous pouvez faire vos calculs. Moi je continue. Donc si on fait nos conversions en mètres par seconde, que l'on introduit dans tout ce calcul, on s'aperçoit que pour les 4 premiers, gamma est égal à 1. Ça veut dire que durée propre et durée mesurée sont les mêmes. Il n'y aura pas de dilatation du temps dans les différents objets qui sont utilisés ici. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai raconté sur la mécanique de Newton, il ne faut pas l'oublier, ça reste vrai. Par contre, si je prends des protons sortant d'accélérateurs, on s'aperçoit que plus leur vitesse se rapproche de la vitesse de la lumière, je suis ici à 99,99 je sais pas quoi, 2% de la vitesse de la lumière, eh bien j'ai un facteur ici de 7453. Autrement dit, j'ai une durée propre et une durée mesurée qui sont clairement pas égales. Dans ce cas-là, il va y avoir dilatation des durées. Alors bien évidemment, ce n'est pas pour n'importe quel système, et on n'a jamais fait de la mécanique liée à ces protons. Du coup, la mécanique de Newton, on ne l'a pas utilisée, et on n'a rien remis en cause. Ça ne sera vrai que pour ce qu'on appelle la physique des particules. Là, il faut impérativement tenir compte de la relativité. Vous avez une activité documentaire qui suit ce cours sur le comptage de muons, qui sont des particules qui sont émises dans la haute atmosphère, et c'est encore une autre preuve expérimentale que la relativité doit être prise en compte pour ces particules subatomiques qui se déplacent à des vitesses qui sont très proches de celles de la vitesse de la lumière et pour qui la mesure du temps ne se fait pas de la même façon dans leur propre référentiel ou dans le référentiel extérieur qui les observe. On corrigera bien évidemment cette activité documentaire ensemble. Ce qu'il faut retenir, la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels galiléens, savoir ce que c'est la notion de temps propre
et savoir faire le lien entre temps propre, relation durée propre et